Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, nous recevons Émir Kir. Bonjour. Bonjour. Bourgmestre de Saint-Josse, député fédéral. Alors hier, vous avez dressé le bilan de 6 mois d'action dans la lutte contre la traite dans votre commune. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Il en ressort que nous avons déjà fait un pas important dans la bonne direction et que la volonté est vraiment intacte d'aller encore plus loin avec de nouvelles mesures. Mais d'abord le bilan. Nous avons mené pendant 6 mois des opérations avec la police, 25 au total, pour contrôler les cafés, les bars, les carrés. Et nous avons pris des mesures évidemment de fermeture là où des problèmes se posaient par rapport aux règlements communaux. Concernant la question de la prostitution, sans contrôle de carré, et là on remarque évidemment qu'il y a des infractions au règlement. Nous avons fait une vingtaine de retraits du certificat de conformité et une vingtaine d'arrêtés de bourgmestre de fermeture. Ce sont des fermetures provisoires. Ce que nous demandons à celles qui font ce travail, c'est de le faire correctement dans les règles du règlement. Mais ici, très clairement, ce que l'on voit, c'est que finalement, au lieu d'avoir la fille qui doit disposer de son certificat de conformité pour faire ce travail, on se retrouve avec d'autres personnes. Et en fait, on s'apparente très clairement là à la traite humaine. Alors, des prostituées qui nous ont contactés nous ont dit « Attention, depuis le mois d'août, c'est très compliqué d'avoir un certificat de conformité. La commune n'en donne plus. » Mais c'est faux. En fait, il faut correspondre évidemment aux conditions du règlement. Il n'y a pas de gel pour l'instant. Aucun gel, à aucun moment. Mais en fait, on a procédé à une vingtaine de retraits du certificat de conformité. Ça ne veut pas dire une fermeture ad vitam aeternam. Il faut réintroduire une nouvelle demande et être conforme au règlement. Et quand on prend un arrêté de fermeture par le bourgmestre, là, il s'agit d'une fermeture de 1 à 3 mois. C'est 3 mois que j'ai choisi. Mais après 3 mois de suspension, ils peuvent reprendre l'activité. Le signal que nous envoyons dans le quartier, c'est de dire non à la traite humaine. C'est fini. Celles qui ne disposent pas de l'attestation ne peuvent pas avoir d'activité. C'est une manière pour nous, au niveau communal, d'envoyer un signal clair à toutes ces filières qu'on ne veut plus voir dans nos quartiers. Alors, ces certificats de conformité, on les change maintenant. Il y a un nouveau modèle qui doit être mis en place. Ça, c'est à partir du 1er mars. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette période-là ? Est-ce que les travailleurs du sexe pourront quand même exercer leur métier, même s'ils n'ont pas le papier ? Alors, on a décidé effectivement de modifier le règlement. Il a été approuvé au conseil communal. Fermeture la nuit et le dimanche, pourquoi ? Oui, ça on va en parler après, mais sur les certificats de conformité, eh bien, nous avons décidé que pour celles qui ne posent pas de problème, qui respectent nos règlements qui sont en cours, dans le cadre du nouveau règlement, nous prenons une mesure de transition. Celles qui sont en ordre auront encore 120 jours pour introduire leur dossier. Et donc, il n'y aura pas d'activité qui s'arrêtera au 1er mars pour elles. Donc, c'est bien pour montrer encore une fois la volonté de la commune. Mais elles s'inquiètent parce qu'il y a un délai de 180 jours. Donc, elles se disent, attention, il va y avoir un gap, on ne va pas pouvoir travailler. C'est justement à cela qu'on a répondu, puisque j'ai rencontré l'association, j'ai rencontré certaines travailleuses qui nous ont fait part de cette inquiétude. On a pris une mesure de transition qui permet à celles qui sont en ordre, au fond, de pouvoir continuer leur activité. Et c'est là, je dirais, si on s'arrête une seconde, c'est là qu'on voit la volonté de la commune. Nous ne voulons pas mettre en difficulté ceux qui le font dans le respect de la moralité et de la tranquillité. Mais toutes les autres qui font de la sous-location, qui ferment les yeux sur la traite humaine dans le quartier, nous leur disons non. Voilà la volonté de la commune, c'est de dire ce quartier n'est pas un quartier qui doit être investi par la traite humaine. Et pourquoi est-ce qu'on a monté le tarif de ces certificats à 2 500 €? Mais tout simplement parce que nous avons engagé un juriste, nous avons engagé quelqu'un au niveau de l'urbanisme, tout cela. Vous savez, c'est vrai que ce quartier a été un peu à l'abandon pendant un certain temps. C'est vrai que les contrôles n'ont pas été fréquents, c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, ils le sont. Mais pour faire ce travail, tant avec la police qu'avec la commune, il faut pouvoir disposer de fonctionnaires. Et donc, c'est les femmes qui sont finalement en ordre parce qu'elles obtiennent le certificat qui vont devoir payer pour que ces contrôles puissent se faire. Je trouve normal que quand vous produisez des nuisances dans une société, vous soyez responsabilisé. C'est pareil pour un cafetier, c'est pareil pour une entreprise, c'est pareil pour un habitant. Quelqu'un qui produit des nuisances d'une manière ou d'une autre doit pouvoir aussi contribuer. Ici, ce n'est pas pour ça qu'on les fait payer, ce n'est pas une sanction. C'est par rapport à la charge de travail administrative qu'on leur demande de pouvoir aussi contribuer. Alors, vous l'avez dit, il y a eu des fermetures de certains carrés, puis alors une polémique autour de l'affichage, puisqu'on avait mis des affiches sur lesquelles figurait notamment le nom, la nationalité des femmes qui travaillaient là-bas. C'est fort regrettable et je tiens à dire ainsi à quel point je regrette ce qui s'est passé. Loin de nous la volonté de stigmatiser les travailleuses. En réalité, je suis dans l'obligation en tant que bourgmestre, quand je prends un arrêté de fermeture d'un établissement, d'envoyer le courrier, l'arrêté en fait, au propriétaire du bien. Et en réalité, quand il faut faire l'affichage, il faut évidemment effacer le nom des intéressés.
Sinon, c'est inacceptable, c'est une violation claire de la vie privée. Ici, malgré, je dirais, notre département juridique qui avait fait la demande au service d'impression de ne pas le prévoir, il y a une erreur administrative qui a été faite. Nous l'avons reconnue. On a quand même imprimé. Voilà, on l'a imprimé et j'ai tout de suite demandé, une fois que les choses se sont fait jour, de retirer ces affiches et de produire des affiches qui sont conformes au respect de la vie privée de chacun. Alors, à partir du 1er mars, on l'a dit, dès 23 heures, plus d'activité, de prostitution. Le dimanche, c'est interdit aussi. Alors, on comprend la logique par rapport à la volonté de maintenir un certain calme dans le quartier. Ça peut être une logique qui peut être suivie. Mais par rapport à la traite, en quoi, très pratiquement, ces mesures d'interdiction, ces périodes d'interdiction vont permettre d'éviter la traite? Mais tout d'abord, l'objectif, c'est la quiétude, la convivialité oui, ça, dans le quartier. Okay. Oui, mais c'est sur la traite, non. Mais ça, on vous a déjà entendu là-dessus. Sur la traite, en quoi ces interdictions, ces périodes d'interdiction j'y allais venir, si vous m'aviez permis. Donc, d'abord, les gens ont le droit de dormir, les gens ont le droit de vivre paisiblement dans leur quartier, ce qui n'était pas possible. Avec ceci, on va pouvoir leur offrir finalement un cadre de vie amélioré pour tous ceux qui habitent. Vous savez qu'on est dans un quartier, d'abord et avant tout, d'habitation. Deux, sur la question de la traite humaine. Mais c'est simple, hein. Il n'y aura plus de sous-loc. Puisque très clairement, à partir d'une certaine heure, il n'y aura plus d'activité. Avec ces nouveaux horaires, on donne la possibilité de travailler pendant 96 heures sur une semaine. C'est énorme par rapport à une travailleuse. Et clairement, on arrête les activités la nuit et le dimanche pour retrouver, je dirais, une certaine normalité dans le quartier qui est bien nécessaire pour tous. La sous-location, c'est quelque chose qui doit être interdit parce que ce n'est pas nécessairement de la traite pour autant. Quelqu'un peut sous-louer son bien. C'est interdit dans nos règlements et très clairement, quand la personne n'est pas identifiée, quand la personne refuse les contrôles, etc., cela s'apparente très clairement à la traite humaine. Ne soyons pas naïfs. Vous savez, parmi les tendances que nous avons vues depuis les contrôles que l'on a commencé à faire de manière fréquente début septembre, au début il y avait des contrôles et puis il y a eu un refus de contrôle. Et le refus de contrôle s'apparente très clairement à la traite humaine. Et puis on voit qu'une fille qui a refusé un contrôle à un endroit se retrouve à un autre endroit. Et c'est là qu'on voit bien qu'on est derrière, on a à faire face à une vraie filière. Vous avez des recours des propriétaires des carrés, des travailleuses du sexe aussi. Malgré ça, vous continuez dans ce règlement, cette volonté de changer? Notre volonté est intacte. Vous savez, on a attendu trop longtemps dans ce quartier pour mettre de l'ordre dans ce quartier. Est-ce que vous ne voulez pas chasser la prostitution en fait, du quartier? C'est ce que se pose en fait le secteur. Non, chasser la traite humaine, oui. Et la prostitution, non. On pourrait dire que c'est une activité qui dérange. J'ai toujours dit la même chose. Je sais qu'elles n'aiment pas parler, certaines et certains, de traite humaine. On préfère dire la commune nous diabolise, la commune est contre nous. La commune respecte les prostituées qui respectent le quartier et les règles, mais ne respecte pas la traite humaine. Et nous le combattrons. C'est pour cette raison-là que nous mettons en œuvre tout d'abord le règlement modifié, ensuite la signature d'un protocole d'accord avec le procureur du roi, la zone de police. Pour aller plus loin dans la lutte contre la traite humaine, il faut l'appui évidemment du service judiciaire. Alors on va parler du plan Canal dans la lutte contre le radicalisme, un autre dossier que vous suivez. Alors on sait qu'il y a 7 communes bruxelloises plus Vilvoorde qui sont concernées. Il y avait des questions par rapport à cette délimitation. Vous la critiquez? Ben oui, c'est quand même incroyable de croire que le radicalisme va s'arrêter à la frontière de Saint-Josse ou de la ville de Bruxelles. On sait que le radicalisme est quelque chose de mouvement, très compliqué à suivre. La preuve, c'est qu'on a des difficultés à arrêter les criminels. Donc je m'étonne, et j'ai lu dans la presse hier, qu'Anvers avait 92 djihadistes. 92, je dis bien, beaucoup plus que Molenbeek, beaucoup plus que la ville de Bruxelles. Et ils ne sont pas dans le plan. Alors ça, si ce n'est pas une approche politique, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un plan radicalisme national où on va engager 1000 policiers et puis un plan Canal où il n'y a que 485 mais policiers. déjà, je Donc vois il y a le quand même des mesures qui sont prises au-delà de ça. Sur les mesures, je vais les critiquer. Mais d'abord, dans l'approche, ce n'est pas très sain de simplement se limiter presque exclusivement à Bruxelles. Le problème du radicalisme, ce n'est pas Molenbeek, Bruxelles simplement. Il y a Vilvoorde, il y a Anvers, il y a Malines, il y a d'autres villes dans ce pays. Et là, je vois que Jambon, après ces discours très virils contre la population de Molenbeek, vient aujourd'hui avec Bruxelles, il parle de plan Canal. Vous savez, le plan Canal pour les Bruxellois, c'est le plan de réaménagement autour du canal. Et puis maintenant, il a décidé de parler de plan radicalisme. Il a tenu compte de ma remarque. Ici, ce que nous attendons de Jambon, c'est des moyens aujourd'hui
qui n'existe pas pour nous. Yann Yambon, qui était à votre place vendredi dernier, nous disait ce plan peut être évolutif en fonction de l'évolution de la criminalité, de l'origine des retournés. On peut le faire et avancer. Mais il va quoi venir avec un plan en 2022? C'est aujourd'hui, maintenant que ça joue. On n'a pas une minute à perdre dans la lutte contre le radicalisme. Il y a 70 policiers qui sont déjà arrivés qui arrivent sur Molenbeek et Vilvoorde. Les autres arriveront plus tard sur les autres communes. Qu'est-ce que vous attendez pour Saint-Josse? Je vais attendre 18 mois. Oui, mais vous aurez droit à combien de personnes? On va avoir environ 42 policiers pour la zone Saint-Josse-Carbec et Evere, donc Saint-Josse-Carbec qui sont dans le plan, 18 mois. Donc on va attendre 18 mois. Ils annoncent 400 millions d'euros pour la sécurité, rien par rapport aux communes qui sont reprises dans le plan radicalisme, si ce n'est quelques renforts de la police fédérale dans 2 entités, tant mieux pour eux, Molenbeek et Vilvoorde. Donc là, il y a d'une part une communication du gouvernement très forte, très virile sur la lutte contre le radicalisme, mais concrètement sur le terrain, je pense que les moyens tardent à venir. Je le regrette, je ne veux pas faire de polémique sur cette question parce qu'il mérite le plus grand respect, mais je pense que si aujourd'hui on est face à cette réalité du radicalisme, on doit dégager les moyens tout de suite maintenant. Mais c'est le temps du recrutement, les 12-18 mois dont on parle. Là, dans l'immédiat, on est allé prendre des policiers en Wallonie pour les mettre sur Molenbeek, en Flandre pour les mettre sur Vilvoorde. Les autres, il faut les recruter, parce que si on les prend quelque part, on les déplace. C'est pas normal, le temps de recrutement? Mais nous demandons depuis 1 an et demi, encore plus, mais depuis 1 an et demi, depuis, je dirais, ce gouvernement, nous demandons des moyens pour les communes qui sont aujourd'hui de plus en plus en difficulté par rapport à la sécurité. Vous savez pertinemment bien que nous ne disposons pas des moyens mérités pour subvenir aux besoins de la police. Et quand Bardo-Wever demande de pouvoir engager des policiers directement par la ville d'Anvers, on trouve un compromis avec Yambon. Quand nous demandons la même chose, on nous dit « vous allez attendre 12 à 18 mois ». Il nous a répondu pour ça que c'était un projet pilote à Anvers et que si ça marche bien, pourquoi pas le faire à Bruxelles. C'est ce qu'on verra pour la suite. Mais regardez quand même... L'émission est terminée, il faut qu'on arrête ici. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, c'est 18h. Et puis le journal aussi de 12h30. Belle après-midi, belle soirée.